Vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est peut-être la nuit chez vous, et vous vous sentez en sécurité dans votre maison. C'était aussi le sentiment des habitants d'Orléans avant les événements de 2007. Cette année-là, 82 personnes sont victimes d'un homme qui s'infiltre dans les maisons en pleine nuit, vole les sous-vêtements des femmes et des jeunes filles, en agresse certaines d'entre elles, en tue d'autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Russell Williams, le tueur en lingerie fine, un gars hors de tout soupçon à cause d'une seule chose, son prestige. Durant vos froides nuits d'automne, nichés dans votre canapé, vous jouez tranquillement à Matchmaster quand soudain un adversaire vous affronte avec un booster que vous n'avez jamais vu avant. Vous levez les yeux et découvrez que cet adversaire n'est autre que votre meilleur ami. Une bataille épique commence. Parfait. Let's go, Alors c'est là, parti. mon gars, t'es morte. Tour 1. C'est toi qui commence. Ok, extrêmement beau. Time's up, allez c'est mon tour de jouer. Ah merde. Voilà, on part là-dessus et bam, ça enchaîne. Allez hop, moi aussi, j'active mon booster, les confettis. Oh putain, t'as fait l'extra move, je le voulais. Mais on peut pas tout avoir, Roman, dans la vie. C'est clair, c'est une belle leçon de vie ça. Tour final. Ok. Tu m'avais tué. Je suis en train de t'éclater. Hein. Tu sais quoi? Je vais revenir, Roman. Moi, je crois en moi. Bah tu sais quoi? Tu devrais pas. Non. Oui! Affrontement 1v1 ou dans d'autres modes de jeu différents chaque jour, booster pour faire pencher la balance, collection de stickers qui donnent des cadeaux exclusifs, challenge et récompenses quotidiennes. Oserez-vous l'aventure Matchmaster? Rejoignez 10 millions de joueurs à travers le monde, vos amis et moi en téléchargeant le jeu gratuitement avec le lien en description ou en utilisant le code QR qui s'affiche à l'écran. C'est un jeu que j'ai vraiment adoré, alors je suis très contente de collaborer avec Matchmaster aujourd'hui. Et cadeau, grâce au lien dans la description, vous obtiendrez en plus le package Pignata. C'est tout, on passe à la suite de la vidéo. En janvier 2009, une famille rentre d'un voyage à Toronto et rentre chez eux dans la ville d'Orléans. Leur fille, qui est adolescente, remarque alors quelque chose de très bizarre. My daughter came running down the stairs telling us that all her underwear were gone. There's nothing left in my drawer. Plus aucun sous-vêtement, mais il y a autre chose qui a disparu, ses photos. Dans l'album photo de la famille, dans les cadres de la maison, la jeune fille a disparu. Imagine plus aucun de tes sous-vêtements, plus aucune de tes photos. C'est terrifiant. Alors du coup, ses parents, qui s'appellent Brian et Brenda, ils ont une peur bleue pour leur fille. Ce qu'ils pensent tout de suite, c'est qu'elle a été visée par quelqu'un, que quelqu'un lui en veut. Alors la jeune fille, elle veut plus dormir dans son lit. Les parents ne la laissent plus sortir à l'extérieur. Tout le monde a extrêmement peur. Son grand frère va même devenir son garde du corps. Entre 2007 et 2009, il y aura 34 autres effractions de ce genre. Des effractions tellement bien effectuées, si je peux dire, que certaines d'entre elles sont à peine visibles en fait. Et à chaque fois, de la lingerie disparaît et souvent des sex toys. Des plaintes sont déposées bien sûr et les enquêteurs vont trouver de l'ADN dans les maisons. Et ils y croient pas. Quand ils recoupent les informations, ils découvrent que l'ADN est le même. Et l'ADN ça trompe pas. C'est donc le même homme qui terrorise les habitants d'Orléans. Le truc, c'est que cet ADN, il correspond à personne dans leur base de données. Pour avoir un visage qui sort dans les logiciels, quand tu mets un ADN, il faut que la personne, elle ait déjà fait quelque chose, qu'elle soit dans les dossiers. Donc, ça matche avec absolument personne. Cet homme-là, c'est une ombre insaisissable, littéralement. Personne ne sait qui il est. Bientôt, c'est 82 entrées par effraction dans la région de Tweed et Belleville, ainsi qu'à Ottawa, qui sont comptabilisées. Et quand il y a des empreintes, c'est toujours celle de cet homme-là. Mais il n'y a pas que l'ADN qu'il laisse derrière lui. Parfois, il écrit dans l'ordinateur des victimes un petit mot, un petit merci pour avoir pris la lingerie de ses victimes. Parfois, il laisse un message un peu plus menaçant, du genre celui-ci: allez-y, appelez la police, je veux montrer au juge vos gros sex toys. Et avec toutes ces effractions, évidemment, de temps en temps, ce gars-là, il se fait voir, les gens l'aperçoivent. Ils peuvent estimer un petit peu sa corpulence, estimer sa hauteur, son âge plus ou moins, mais il ne voit jamais son visage. Donc tout le monde est un peu dans une psychose. Avoir un gars comme ça qui traîne dans ta ville, qui rentre chez toi, c'est super effrayant. Mais si ce gars-là ne faisait que des vols jusqu'à présent, les choses allaient changer la nuit du 17 septembre 2009. Il entre chez une jeune femme qui vit seule avec son bébé de 8 mois. Il l'attache et il l'agresse sexuellement. Le 30 septembre 2009, 2 semaines après ça, il s'attaque à une autre femme. Elle a 46 ans et c'est une mère de 3 enfants.
elle dort tranquillement sur son canapé quand il arrive, il la frappe, il l'attache, il lui bande les yeux et il l'agresse pendant 3h30. Elle lui demande s'il va la tuer et lui il répond « pas besoin ». Et quand il lui répond, quand il lui parle, elle a l'impression d'avoir déjà entendu sa voix quelque part, mais elle se souvient plus où. Son modus operandi, il change jamais. Il vole de la lingerie, parfois des sex toys, mais il prend aussi des photos. Beaucoup de photos. D'abord de ses victimes, et ça c'est nouveau parce qu'il n'avait jamais eu de victimes avant. Donc il prend des photos des agressions, des victimes, mais aussi de lui. Il commence à prendre cette habitude de faire des photos de lui dans la lingerie qui s'apprête à voler. Regardez ça. Voilà, ça c'est le genre de photos qu'il prend. Alors la police a fait son travail, les enquêteurs commencent à tracer un périmètre pour savoir où ce gars-là pourrait vivre, et de fil en aiguille, ils remontent jusqu'à un homme, Larry Jones. Et ils ont visé presque juste, parce que ce Larry Jones, en fait, c'est le voisin du véritable coupable. Le truc, c'est que ça, les policiers, ils le savent pas encore. À ce moment-là, ils pensent que c'est Larry Jones. Donc ils lui font passer des tests d'ADN, des tests d'empreintes, ils lui font passer aussi un test de polygraphe. Et en passant tous ces tests, il s'avérera que ce gars-là n'était pas le coupable. Donc ils vont l'écarter de tout soupçon. Mais il était juste à côté du vrai coupable. Bref, quelques temps plus tard, tout le monde est au courant que le coupable n'a pas été arrêté, et donc les habitants d'Orléans et des alentours, parce que maintenant la région touchée est plus grande, ils sont paniqués à l'idée de voir un intrus rentrer chez eux, et ils vont voir leurs inquiétudes se matérialiser quand on entend dire que l'agresseur en lingerie fine est maintenant devenu un tueur. Le soir du 16 novembre 2009, Marie-France Como, 38 ans, rentre chez elle à Brighton en Ontario. Elle prend une douche, elle se relaxe après une journée de travail bien remplie. Marie-France, elle travaille comme militaire dans une base de l'Air Force canadienne et c'est un élément travailleur et dévoué, c'est vraiment, elle est très appréciée par ses collègues. Bref, alors qu'elle se détend sous sa douche, elle n'entend pas que quelqu'un est entré chez elle et fouille sa maison. 8 jours passent, c'est la nuit et Marie-France s'apprête à se coucher quand elle entend du bruit dans le sous-sol. Elle se dit que c'est peut-être ses chats, alors elle va voir. Elle descend les escaliers, mais là, elle tombe nez à nez avec un homme. Elle a à peine le temps de réagir. L'homme la frappe avec une grosse lampe de poche, et ensuite, il la viole. Il va prendre 57 photos d'elle et de l'attaque. Elle lui demande d'avoir pitié, qu'elle a toujours été une bonne personne, qu'elle veut vivre, mais lui, il l'entend pas de cette façon. Après lui avoir mis du scotch sur le nez et sur la bouche, il la tue en l'étouffant. On avance dans le temps, 2 mois après, on est le 27 janvier 2010, et Jessica Lloyd, une jeune femme de 27 ans, dort paisiblement dans sa maison à Belleville. Soudainement, elle est réveillée par un homme qui la frappe violemment. Il l'attache, il l'agresse sexuellement, il prend des photos d'elle, et puis il décide d'emmener la pauvre Jessica chez lui. Quand elle arrive là-bas, l'homme lui dit qu'il s'agit d'une maison de vacances de sa résidence secondaire. Personne ne va venir les déranger ici. Jessica est terrorisée, elle le supplie de la laisser en vie et pour ça elle va se plier à toutes ses demandes. Les agressions vont durer 20 heures interminables et Jessica ne sait pas du tout si ce gars-là va l'épargner ou non et dans le doute, elle va lui demander s'il peut dire à sa mère qu'elle l'aime. C'est tellement triste. Et Jessica est tellement terrorisée qu'elle va faire une crise, en fait, littéralement, elle va convulser tellement elle est sous le choc de ce qui lui arrive. Quand sa crise passe enfin, l'homme lui dit qu'elle peut partir. Alors là, Jessica, elle saisit sa chance, elle va pour se lever et s'en aller. Et c'est à ce moment-là que l'homme la frappe derrière la tête avec une lampe de poche et la tue sur le coup. Jessica est portée disparue le lendemain des faits. Il y a des affiches qui sont imprimées partout, tout le monde recherche Jessica. Très vite, les enquêteurs trouvent des traces de chaussures et de pneus autour de sa maison. Donc ils font leur petite enquête et quand ils parlent aux gens des alentours, ils identifient très vite le véhicule comme étant un Nissan Pathfinder. Des traces qu'on retrouve devant une petite maison de vacances à Tampa. Son propriétaire, un certain Russell Williams, également propriétaire d'une résidence principale à Orléans. Russell Williams, 46 ans, est colonel dans la Royal Air Force du Canada à Trenton, en Ontario. C'est une base stratégique qui est super importante. Genre, c'est vraiment un point névralgique dans les déplacements des militaires. Et ce Russell Williams, il est très haut placé, mais vraiment très haut placé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il prend souvent part à des missions importantes comme l'escorte de dignitaires. Là, on le voit aux côtés de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Donc, il n'accompagne pas n'importe qui. Il a accompagné le Premier ministre,
vraiment le gratin, entre guillemets. Ce gars-là est un exemple pour beaucoup. Il représente l'honneur, le devoir, la fierté du pays. Il a un parcours de carrière très très réussi. Il vit à Orléans avec sa femme Marie-Élisabeth et il a aussi une maison de vacances à Tampa. Sa femme et lui, ils se voient assez peu. En fait, ils sont très occupés par leurs emplois du temps respectifs. Mais ils entretiennent une belle relation. Et donc, les policiers, ils ont des gros doutes sur Russell Williams. D'abord, son véhicule a été aperçu devant chez Jessica. Et puis Marie-France, la première femme assassinée, elle est dans la même division de l'armée que Russell. Donc ils se connaissent. Et puis, si on entoure sur une carte toutes les maisons qui ont été forcées, on a du mal à ne pas voir que Russell est clairement au cœur des événements. Alors, Russell est arrêté et l'interrogatoire débute. You ever been interviewed by the police in a room like this before? Or? I've never been interviewed like this. Oh no? Okay. No. Let's get this. Et clairement, les policiers veulent le faire craquer. Le truc, c'est que ce gars-là, c'est un militaire. Il va pas craquer si facilement. On le voit bien, il a une certaine contenance, il sait gérer ses émotions. Ça va pas être un client facile. Donc le policier, il décide d'y aller franco. Il perd pas de temps, très rapidement dans l'interrogatoire, il va le confronter. Jessica Lloyd is one of 4 cases that we're currently investigating. Okay, Right. There's a connection between you and all 4 of those cases. Cet interrogatoire, il dure 9 heures au total. On voit que Russell réfléchit beaucoup, il fait de longues pauses entre ses réponses, mais finalement, il finit par craquer. Would you be willing to supply things like fingerprints, blood samples, Sure. things like that? Yeah. Okay. Footwear impressions? Yeah. Okay. All right. Can I assume you're going to be discreet? It's possible. Yeah. Because, this would have a very significant impact on the base if they thought you thought I did this. Have you ever visited Marie-France Como at her residence? No. Okay. Did you know Jessica Lloyd even? No, I didn't hear her name till it was on the news. Okay. And the reason I'm asking that is because this investigation started. They identified those tires as the same tires on your Pathfinder. Really? Yeah. Okay. Okay. But the problem is, Russell, is every time I walk out of this room, there's another issue that comes up, okay? And it's not issues that point away from you, it's issues that point at you, okay? This is the footwear impression of the person who approached the rear of Jessica Lloyd's house. Mm-hmm. This is a photocopy of the boot that you took off your foot. Yeah. These are identical. Okay. Your vehicle drove up the side of Jessica Lloyd's house. Your boots walked to the back of Jessica Lloyd's house. You want discretion. We need to have some honesty. You know there's only one option. What other option is there? What's the option? Well, I don't think you want the cold-blooded psychopath option. I might be wrong. Okay? Because don't get me wrong, I've met guys who actually kind of enjoyed the notoriety. I don't see that in you. It's hard to believe this is what my wife must be going through right now, Yeah. and the impact this is going to have on the Canadian Forces. I'm struggling with how upset my wife is right now. I'm concerned that they're tearing apart my wife's brand new house. So where is she? Get him out. She was sleeping. So I woke her up. So I read her in her house, and then I took her to the car and took her to Tweed. Spent the day in Tweed. And I had told her earlier that before I let her go, I wanted to take some pictures of her in her underwear and have sex with her. And then I hit her as we were walking. She thought we were leaving. Anything in particular? Well, I was surprised that her skull gave way. She was
They're immediately unconscious. Marie France, comment? She actually discovered me in the basement. I subdued her, tied her up, brought her upstairs, strangled her. Some tape. I put tape on her mouth, and then I put tape on her nose so she couldn't breathe. Did you take anything out of Marie France's house or Jessica Lloyd's house? Yeah, some of their underwear. Did you like or dislike these women? I didn't know any of them. Why do you think these things happen? I don't know. But I don't know the answers. And I'm pretty sure the answers don't matter. Heureusement, il a été arrêté, malheureusement trop tard pour les 2 femmes qu'il a assassinées, mais je sais pas ce que vous en pensez. Vu son manque de remords et la manière dont il relate les faits et son manque d'empathie, selon moi, il serait devenu un tueur en série inarrêtable. How do you feel about what you've done? Disappointed. If for whatever reason you didn't end up on our radar, so to speak, do you think it would have happened again? I was hoping not, but I can't answer the question. On va revenir un peu en arrière et je vais vous parler plus en profondeur des coulisses de cette histoire. Le jeune Russell Williams, il a des parents divorcés, plutôt absents, alors il passe beaucoup de temps tout seul. À l'université, c'est un garçon plutôt apprécié, il a des bons amis, socialement ça va bien, il a même un best friend qui s'appelle Jeff. Voilà, il a un cercle social équilibré, et c'est souvent lui qui organise un peu la vie dans son dortoir. Il fait des plannings, il met un tel sur le rôle de la buanderie, un tel sur l'aspirateur, un tel sur l'épicerie. Bref, il organise déjà sa vie de manière un peu militaire. Mais c'est pas pour autant que c'est le genre de gars inflexible, hyper carré, autoritaire, non. C'est un gars qui a un caractère plutôt agréable, voire assez fun. Il fait souvent des blagues. Et d'ailleurs, une de ses blagues préférées, c'était de rester caché pendant des heures dans le placard de ses amis pour surgir soudainement et leur faire peur. Est-ce que c'est un signe avant-coureur? Est-ce que ça en est pas? En tout cas, c'est ce qu'il faisait. Il avait ce caractère un peu blagueur, un peu farceur. Côté amour, il va avoir seulement une petite amie à l'université et la séparation avec cette petite amie va être très douloureuse. Tellement douloureuse qu'en fait, il va plus du tout avoir de relation de ses 22 ans, l'âge à laquelle sa rupture a eu lieu, jusqu'à ses 30 ans. Russell, il est bon étudiant, il obtient son diplôme sans trop de difficultés, un diplôme d'économie et de sciences politiques, mais finalement, il va changer d'avis, il va décider qu'en fait, c'est pas du tout fait pour lui, ce secteur-là. Il veut devenir pilote dans l'armée. Ça surprend un peu ses amis, mais ils se disent pourquoi pas, après tout, si ça lui plaît, let's go. Et donc Russell se donne corps et âme dans sa nouvelle passion. Il devient instructeur de vol à l'école de pilotage des forces canadiennes et ses supérieurs adorent ce gars-là. Il est vif, il est méticuleux, travailleur, concentré, bref, il se fait une bonne réputation. Quelques années passent et ce gars-là qui est parti de rien, eh ben, il devient commandant de Trenton, qui est la plus grande et la plus importante base aérienne du pays. Il transporte des VIP à travers le pays et dans le monde entier, et son visage il commence à être connu dans le milieu. On dit de lui que c'est un pilote d'élite et que c'est une étoile montante des forces armées, donc c'est pas n'importe qui. Entre-temps, il rencontre sa femme, Marie-Elisabeth, il achète sa maison à Orléans, puis sa maison de vacances à Tampa. Et une passion pour la photo naît. Il adore se prendre en photo dans de la lingerie féminine, mais pas n'importe quelle lingerie, de la lingerie volée. Parfois, il se prend dans des poses suggestives, des fois il se prend en train de se masturber, mais la plupart du temps, il se prend toujours dans la même pose, de dos. Regardez ça, c'est souvent ce genre de pose qu'il prend. La suite de l'histoire, on la connaît, il enchaîne les entrées par effraction, puis les agressions, et en 2009, alors qu'il vient d'avoir une promotion, sa fréquence de crimes double. D'un coup, il augmente drastiquement ses crimes et c'est cette année-là qu'il passe au meurtre. Juste après l'assassinat de Marie-France, sa première victime, il se rend à un meeting important où il était attendu. Et dans son planning chargé, il prend quand même la peine d'envoyer une lettre de condoléances à la famille de Marie-France, où il exprime ses sincères condoléances, où il vante les belles qualités de Marie-France, il dit qu'elle va manquer à tout le monde et que surtout, s'il peut faire quoi que ce soit, il reste là pour eux. Sa vie suit son cours et il aurait certainement continué à vivre de cette manière-là, avec ses deux visages, s'il n'avait pas été attrapé après le meurtre de Jessica. Russell Williams a été arrêté en février 2010. Il a plaidé coupable pour les meurtres
au premier degré de Marie-France et de Jessica pour les 2 agressions sexuelles et pour les 82 entrées par effraction. Il a écopé de la prison à vie. Après prison à vie, il sera possiblement éligible à la liberté conditionnelle après 25 ans, mais c'est ça. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qu'il en est de sa femme qui a vécu des années avec ce gars-là. Eh bien sa femme, elle s'est jamais exprimée publiquement, donc on sait pas grand-chose de sa version de l'histoire finalement. Est-ce qu'elle avait pressenti quelque chose? Est-ce qu'elle aurait pu être au courant? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Ou est-ce qu'elle a été choquée, traumatisée, comme la plupart des gens qui entouraient Russell, de qui il était vraiment? Il y a vraiment 2 possibilités dans l'histoire. Soit elle était au courant et elle a voulu fermer les yeux, soit la pauvre, elle est juste tombée des nues et elle a découvert que son mari était ce gars-là, quoi. Et ça doit être absolument horrible. Le 19 octobre 2010, alors que Russell est incarcéré, il est officiellement déshonoré de l'armée. Et 1 mois plus tard, les forces armées du Canada brûlent l'uniforme de Russell Williams, un geste symbolique qui n'avait jamais été fait auparavant. Et dans un cadre aussi strict que l'armée, surtout pour les hauts gradés, on peut se demander comment un gars comme lui, clairement un tueur en série en devenir, a pu aller aussi loin. Il doit y avoir des tests psychologiques, il doit y avoir des tonnes de manières d'analyser les personnalités. J'imagine. Comment est-ce qu'il a pu passer sous le radar? C'est fou de se dire qu'un homme dont tout le monde avait confiance, un gars normal sous tous les angles, ses amis d'enfance le disent, ses collègues, ses supérieurs, tous les gens qui le connaissent. C'est fou de voir que derrière un visage qui inspire le respect, la confiance, eh ben, il peut y avoir un meurtrier. C'est en ça que cette histoire, elle est pas croyable, je trouve. I still can't believe it. And of course my reaction was one of shock and dismay like everybody else. But it doesn't add up in any way to the person that I've come to know. C'est vraiment dingue quand tu vois les proches s'exprimer, les interviews et tout, ils tombent des nues et tu penses toujours « ouais, mais moi je l'aurais vu venir et tout », mais c'est ça la question, est-ce qu'on l'aurait vraiment vu venir? Voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi me proposer d'autres cas si jamais vous pensez à des cas que vous aimeriez que je traite. Merci encore beaucoup à Matchmaster également d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous remets à l'écran le code QR. Vous pouvez aller télécharger le jeu gratuitement et vous pouvez aussi télécharger le jeu avec le lien qui est en description. Voilà, c'est tout. J'espère que vous n'allez pas faire trop de cauchemars cette nuit. Fermez bien vos portes, mais logiquement vous devriez être en sécurité. Et moi je vous souhaite de passer une bonne nuit tranquille et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.